Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, alors j'ai fait ça sur ma grosse machine chez moi et puis quand j'ai essayé de le rouvrir sur mon laptop, il a eu un peu de mal quoi, donc j'espère, on va essayer peut-être de le faire en version plus light. Donc on va partir d'une scène de base avec un petit vaisseau, hein, et puis le but du jeu, on va pas s'attacher au rendu ni ce genre de choses parce que ce serait un peu trop long, mais on va juste s'attacher en fait à la destruction du vaisseau, c'est-à-dire que le vaisseau, vous voyez, va s'approcher du sol comme ça, on va s'intéresser au fait que quand il touche le sol, il se crache en milliards de morceaux. Ça vous convient? On va partir de cette scène-là. Le but, donc on a vu tout à l'heure, hein, il va se cracher sur le sol et puis il va se désintégrer progressivement. Ce qu'on va faire là, ça va être, alors je vais juste recharger la scène finale pour que vous compreniez bien le principe, qui va un petit peu difficile à lire. Voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure où il va toucher le sol, il va se désagréger progressivement comme ça. Alors c'est une scène relativement assez simple à voir, entre guillemets. Donc on a des fichiers très lourds, avec des fichiers de cache très lourds, qui blindent des serveurs total. Et puis après, par-dessus, on rajoute des particules, et puis on rajoute aussi énormément de ce qu'on appelle les stock shots, c'est-à-dire des images de flammes, des images de fumée, ce genre de choses. Hein. D'accord ? Quand vous travaillez sur des plans comme ça, petit conseil pour ceux qui voudraient essayer, dans le domaine des effets visuels, il y a une bonne vieille loi qui dit que tout ce que vous filmez ou tout ce qui est dans le plan ne sera pas à refaire. D'accord ? Donc n'hésitez pas à tricher, c'est-à-dire que quand on bosse sur des trucs comme ça, par exemple, si vous regardez certains, je vais reprendre l'exemple d'hier sur les Transformers, qui est définitivement un mauvais film, mais dont techniquement il y a quand même des choses assez intéressantes qui ont été développées. Si vous regardez par exemple les démos de ceux qui ont fait le compositing sur Nuke de Transformers, toutes les explosions, tout ce genre de choses, c'est des explosions qui ont été filmées. Hein, d'accord ? On se dit, ah, ça ressemble à une vraie explosion. Bah ouais, c'est une vraie. D'accord ? Parce que ils ont fait péter des trucs dans des champs et puis ils les ont filmés sur fond noir et puis voilà, ils rajoutent ça par-dessus au compositing. Là. Donc n'hésitez pas à penser au fait qu'il y a tout un tas de trucs qui, au lieu d'être simulés, peuvent être filmés et réintégrés. Okay ? Ça demande un effort, ça a été mon cas aussi, hein, surtout quand on commence à travailler dans ce genre de truc, parce que on a le réflexe de rester les fesses rivées sur sa chaise et se dire ah, je vais refaire le monde avec ma machine. Alors que parfois il suffit de se lever, d'aller dans la rue et d'aller filmer par exemple de la flotte dans un caniveau et ça fait une super texture par exemple pour faire des déformations dans une rivière ou ce genre de choses. D'accord ? Donc il faut penser à se décentraliser entre guillemets et à sortir parfois de l'outil informatique, ça fait gagner énormément de temps. D'accord ? Donc vous avez tout un tas de stock shots. Alors il y a un site qui est un peu... à une époque c'était une des références, alors les médias sont pas très très beaux, hein, mais je peux vous donner le nom si vous voulez. Un truc qui s'appelle Detonation Film. C'est un ricain qui fait tout péter dans son jardin avec son fils et du coup ils vendent certains trucs mais vous pouvez récupérer là-dessus énormément de fichiers d'explosion, de flammes, de fumée gratos en fait. Alors, filmé au format NTSC, c'est-à-dire 30 images par seconde, donc il faut parfois repasser ça en 25 pour nous européens. Mais il y a des trucs là-dessus qui peuvent servir et qui sont gratos, donc n'hésitez pas à taper. Donc ce qu'on va faire pour détruire cet élément, on va utiliser des méthodes qui sont dites dynamiques. L'animation dynamique, en fait, c'est la simulation des lois physiques, hein, c'est-à-dire la gravité, les chocs, tout ce genre de choses. Et on va faire d'énormes bidouilles aussi qui vont en fait nous permettre de donner l'impression qu'il y a par exemple une détection des collisions de crash au niveau du sol, alors que c'est absolument pas le cas. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est pas Blender qui a décidé que le vaisseau allait se désagréger parce qu'il a touché le sol. C'est vous qui allez le faire. On pourrait le faire, on pourrait se débrouiller pour qu'on fasse une détection des chocs et qui ensuite générerait une dégradation, mais ce serait extrêmement long en temps de calcul et extrêmement long en mise en place. D'accord ? Et dans un plan comme ça, ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. La méthode, il n'y a pas de j'ai triché ou c'est de la fausse 3D ou ça c'est des conneries. Ce qui compte, c'est le plan final, quelle que soit la façon dont vous l'avez faite, même si vous avez triché, c'est pas un problème. D'accord ? Donc le but du jeu, ça va se baser sur deux concepts. Alors on va le faire en deux temps pour que tout le monde comprenne bien le concept. Vous avez le vaisseau qui est ici, et ce vaisseau, vous le voyez ici, est constitué d'assez peu de polygones au final. J'ai choisi justement de faire un modèle assez low poly à la base pour que ça ne blinde pas vos machines. Ça va les blinder après, vous allez comprendre pourquoi. Et on va ici générer sur ce vaisseau un système de particules qui, s'il vous plaît, n'a jamais fait, bien sûr les personnes qui ne connaissent pas Blender, mais qui n'a jamais fait de système de particules, s'il vous plaît, ou
pour qui c'est complètement inconnu. Ok. Ou même le concept est inconnu. Ok, donc je vais repartir de là. Dans les logiciels 3D, alors pas tous, mais Blender a quand même un module qui est assez avancé là-dessus. Vous avez ce qu'on appelle un générateur de particules. Si on voulait le comparer par exemple à ce que vous faites chez vous, imaginez par exemple une salière, hein, d'accord? Vous prenez une salière et puis vous la secouez comme ça au-dessus de votre sol, donc vous allez en foutre partout, vous allez vous faire engueuler. Et on peut considérer que chaque grain de sel en fait est une particule et que votre salière c'est le générateur de particules. Ok? Donc chaque particule en fait est un petit grain qui par défaut dans le cas de la salière va être attiré vers le sol de par la gravité. Et si vous soufflez dessus par exemple, vous allez projeter chaque particule dans l'espace. Vous comprenez le principe? Et bien ce que va faire Blender c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il va générer tout un tas de petits grains, de petits points, ok, qui va être, enfin en tout cas dont le mouvement va être géré de manière complètement indépendante ou globale, parce qu'on peut éventuellement avoir, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est des temps de calcul un petit peu plus long et puis c'est un peu plus complexe, mais on peut très bien par exemple demander à ce que des particules se repoussent elles-mêmes. D'accord? Ça peut être très très pratique, par exemple, si vous voulez utiliser des particules pour faire, imaginons, une nuée d'insectes, d'accord, hein, par exemple des moustiques qui se tournent autour, et on n'a pas envie que les modèles de moustiques s'interpénètrent les uns dans les autres. Et bien, on peut demander au système de particules de dire, quand il y a deux particules qui s'approchent, vous êtes sympa, mais vous vous évitez. D'accord? Blender sait très très bien faire ça. Il a d'ailleurs un module dans le système de particules qui est fait pour l'animation dite comportementale, c'est-à-dire justement des lois qui vont être, par exemple, évitez-vous, rentrez-vous dedans, essayez de vous combattre, essayez de vous courir après. D'accord? Et du coup, ça va vous permettre, par exemple, de simuler des mouvements de foule, de simuler, par exemple, des nuées d'insectes qui se trouvent sur le sol ou ce genre de choses. D'accord? Donc le but du système de particules, ça va être ça. Ça va être de dire, en fonction d'une surface donnée, donc là, pour le coup, ça va être mon vaisseau, je vais générer justement sur cette surface tout un tas de petits points. Pour ça, vous sélectionnez votre vaisseau, et vous vous rendez dans la partie droite de Blender, ici, dans la fenêtre de propriété, sur, vous voyez ici, les espèces de 4 petites étoiles. D'accord? Tout le monde le voit sur sa machine ou ici? Et pour ajouter un système de particules, rien de plus simple, vous avez ici le gros bouton plus sur le côté. D'accord? Ouch. Et là, vous avez une blinde de paramètres qui apparaît. C'est très cool. J'adore quand il y a plein de paramètres. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez pratique d'ailleurs pour les personnes qui débuteraient sur Blender. Quand vous faites CTRL et que vous appuyez sur la molette de votre souris, le bouton du milieu, et que vous allez de gauche à droite, vous zoomez dans les boutons. Du coup, ça vous permet de faire apparaître un max de paramètres dans un minimum d'espace. Donc quand vous avez besoin de travailler sur un truc qui se trouve en haut et un autre qui se trouve en bas, c'est assez pratique. D'accord? Un autre truc qui peut être pratique aussi, c'est éventuellement, vous le voyez ici, on a plusieurs sections, hein, Velocity, Cache et ce genre de choses. Sur la partie droite, ça se voit ici, il y a 3 petites stries qui se trouvent ici à droite. Ouais. Ça vous permet éventuellement de déplacer, vous voyez, un module par rapport à un autre. Donc de faire remonter par exemple une section de l'interface pour les coller les uns à côté des autres. Okay. Dernière possibilité aussi, et ça c'est valable pour tous les modules de Blender, hein, pour les matériaux, pour ce genre de choses. Vous avez ici par exemple, vous le voyez sur la vue 3D, je prends celle-là parce que c'est la plus importante sur l'écran. Vous avez là aussi 3 petites stries qui se trouvent en haut à droite ou en bas à gauche, vous avez la même. Hein. Et quand vous tirez dessus comme ça, vous voyez, ça vous permet de subdiviser votre écran en deux. D'accord? Donc vous allez avoir deux vues 3D. Comment réinitialiser, enfin réunifier, excusez-moi, ces deux fenêtres? Vous recliquez sur ces 3 petits points et vous dirigez votre souris dans la direction d'une autre fenêtre. Si je descends par exemple encore vers le bas, là où il n'y a pas de fenêtre, parce que je n'ai qu'une fenêtre, je resubdivise. D'accord? Si par contre je clique sur ces 3 petits traits et je remonte, là vous voyez, vous avez une espèce de flèche qui va dire tu veux fusionner avec au-dessus, et si je redescends, c'est tu veux fusionner avec en dessous. Ouais, 347 Ok, donc ça va vous permettre de fusionner, vous voyez, de découper en morceaux votre interface et de la mettre comme vous voulez. Et par exemple, pour les paramètres des particules, ça peut être assez pratique, et pour les paramètres des matériaux aussi. Là, vous voyez, je vais découper mon interface en deux, et donc ça va me permettre de voir un paramètre qui est en bas et voir un paramètre qui est en haut. Donc si vous voulez tripatouiller des paramètres, pour les matériaux, c'est le même topo. Hein. Si à un moment, par exemple, vous voulez, vous voyez, sur les paramètres des matériaux ici, travailler sur la valeur, enfin la couleur diffuse, et en même temps, par exemple, les shadows qui se trouvent tout en bas, et bien c'est pareil.
Vous prenez ça, vous divisez en deux, et voilà. Ou alors avoir la preview en permanence. Vous voyez, vous avez une espèce de ce qu'on appelle historiquement les shader balls, hein, c'est-à-dire une espèce de petite boule qui montre ce qu'est votre matériau, sauf que quand vous descendez dans votre fenêtre, vous ne la voyez plus cette shader ball. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est diviser ça, juste cadrer ça, voilà, ce qui vous intéresse, et puis avoir, des bêtises, voilà, et puis avoir tous vos paramètres en dessous, quoi. Comme ça, vous ne la perdez pas. Donc c'est un des points hyper importants de l'interface de Blender qui est extrêmement modulable, modulaire, et qui va vous permettre de faire ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez ce vaisseau qui est ici, vous avez rajouté un système de particules. Le système de particules, alors, c'est un des avantages, mais aussi un des inconvénients de Blender, et ça risque de changer dans les mois qui viennent. Blender détermine sur toute l'animation, c'est-à-dire entre le début de l'émission et la fin de l'émission, combien de particules vous allez avoir. C'est le amount, c'est-à-dire la quantité en français. D'accord ? Donc vous savez qu'entre l'image 1 et l'image 200, qui est ici, vous allez avoir 1000 particules de générées. D'accord ? Ça a un côté pratique dans la mesure où si on vous dit par exemple je veux exploser l'objet en 1000 morceaux ou en 1250 morceaux ou 1247 morceaux, vous avez le chiffre exact, okay, à la fin de l'animation. Le problème que ça peut avoir, et ça risque d'être corrigé dans pas longtemps, c'est que du coup Blender est incapable de générer à la volée, donc de modifier au cours du temps cette valeur. Okay. Vous ne pouvez pas, par exemple, interactivement dire au début il y a très peu de particules, et puis d'un seul coup, il y a une explosion. D'accord, avec beaucoup plus de particules. Ça va être corrigé, amélioré, entre guillemets, normalement, d'après ce qu'ils sont dit, d'ici peut-être 5 ou 6 mois. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui est en train de travailler sur un système de particules complètement différent, qui ressemble en fait, qui n'était pas là éventuellement hier à la conférence, qui ressemble, je vous explique juste le principe, au module de compositing, que je n'arrive pas à trouver parce que c'est là, voilà. Donc au module de compositing qui se représente en fait via des petites boîtes comme ça que vous allez connecter les unes dans les autres. Par exemple ici on va avoir une boîte génération de particules, et puis ici une boîte qui va s'appeler par exemple division des particules en plus de particules, et donc en faisant une espèce de graphique comme ça, vous allez pouvoir déterminer dans le temps ce qui arrive aux particules. Et ça, c'est carrément la copie conforme de logiciels, par exemple, tels que Houdini ou Particle Flow pour 3ds Max, qui sont les vrais logiciels utilisés dans les FX classiques. D'accord ? Donc ça va booster l'utilisation de Blender dans les effets spéciaux, effets visuels, pardon, de manière assez importante. Donc, actuellement, vous n'avez pas la possibilité de lui dire au cours du temps, je veux qu'il y ait une variation de l'émission. Mais là, ça va nous aider, pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir dire à Blender, je veux par exemple générer 1000 particules. Là, si vous appuyez sur la touche Play, automatiquement, vous voyez ce qui se passe. Je vais remonter un peu. Vous avez des particules du coup qui sont émises par le vaisseau. Modification pour les personnes qui auraient fait des particules sous la version 2.49. À l'époque, la 2.49 ne générait pas par défaut la gravité. C'est-à-dire qu'il fallait rajouter un truc qui lui disait il y a de la gravité, donc les particules tombent. Depuis la 2.5, ce paramètre de gravité est global à toute la scène et vous le trouverez ici dans le paramètre scène. Vous le voyez qui est là, juste à côté. Là-dedans, vous avez un truc justement qui s'appelle gravity, que vous pouvez éventuellement décocher d'ailleurs. Si vous le décochez, vous voyez, vous générez ces particules, mais il n'y a plus de gravité. Donc elles sont émises selon ce qu'on appelle la normale, c'est-à-dire l'orientation des phases qui les supportent. D'accord ? Pourquoi elles disparaissent au bout d'un moment? Parce que si je reviens ici dans le module de particules, je vois qu'il y a un paramètre qui s'appelle lifetime, c'est-à-dire durée de vie, et qui est de 50 images. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une particule qui naît, 50 images plus tard, elle meurt. Donc là, si je veux avoir des particules qui vivent vitam aeternam, je leur donne au minimum la durée de mon animation, c'est-à-dire 250 images. Okay. Donc là, si je relance maintenant cette animation, on voit qu'il y a des particules qui sont générées et qui ne meurent pas, quoi, qui continuent à évoluer. Ça va jusque-là? Ouais. Dites-moi si ça bloque, s'il y a une incompréhension. Oui. Alors, il se trouve dans scène, juste ici, tu vois, le deuxième bouton, et c'est un truc qui se trouve en dessous, là. Voilà, je vois un petit peu plus bas. Il est calé sur moins 9,81 newtons, comme nous le dit Monsieur Newton, le mec qui mangeait des pommes.
Et vous pouvez le changer, hein, d'accord? Là, encore une fois, n'hésitez pas à tricher, hein, c'est-à-dire que si à un moment, vos objets, vos particules ne sont pas assez lourds ou ne tombent pas assez vite, vous modifiez la gravité, hein, vous n'allez pas vous casser sur chaque objet, dire ah bah oui, il faut qu'il soit plus lourd. Si globalement vous voyez que l'animation marche mais que tout le monde tombe au ralenti et trop au ralenti, n'hésitez pas à bidouiller ce paramètre-là. Encore une fois, la différence avec la version précédente de Blender, c'est qu'il est global maintenant à toute la scène. C'est-à-dire qu'il va servir aux particules, mais il va servir aussi à tout un tas d'autres paramètres. Et c'est pas un mal parce que ça nous permet du coup de ne pas rattacher à chaque fois ce paramètre de gravité à tout un tas de trucs. Ok? Donc là, les particules vont être créées à partir de là. Et on a le paramètre start et end qui sont ici, qui dit que 1000 particules vont être progressivement émises entre l'image 1 et l'image 200. D'accord? Donc là, j'ai recoché gravité, hein, c'est la raison pour laquelle elle retombe. Donc elle passe, vous voyez ici, à travers le sol. Je vais me mettre ici. Hop. Ok? Si je réduis par exemple le laps de temps pendant lequel ces particules vont être émises, par exemple si je fais un start à 1 et puis à end à 5, donc ces 1000 particules vont être émises en l'espace de 5 images. Vous voyez? Et là d'un seul coup vous avez enlevé le capuchon de la salière, quoi. Tout est tombé d'un coup. Ça roule. À la base, ces particules sont émises selon une certaine force, si je puis dire. Cette force, alors là pour bien s'en rendre compte justement, je vais redésactiver la gravité qui est là. Vous le voyez, une force qui est, entre guillemets, perpendiculaire à chacune des phases, excusez-moi, qu'on appelle normale. D'accord? Elle est très jolie pour faire des explosions étoiles comme dans les années 70. Et ça se base sur un paramètre qui se trouve ici. Donc je reviens dans le paramètre de particules sur velocity, donc la vélocité, c'est-à-dire la vitesse des particules. Et ici, vous avez un paramètre qui s'appelle normal, qui est en fait le terme mathématique pour dire perpendiculaire, mais quand on est dans l'espace. D'accord? Perpendiculaire, c'est en 2D, normal, c'est en 3D. C'est pas plus compliqué que ça. Ok? C'est juste un problème de terminologie. Donc, comme quoi les cours de maths de 4e servent à quelque chose. Mais on s'en rend compte que bien plus tard. Je le dis pour les plus jeunes qui écoutent à l'école. En même temps, je fais un peu de pédagogie. Parce que moi, ma prof de maths en 4e, quand je lui disais ça sert à quoi, elle me disait vous verrez plus tard. Donc ça ne m'intéressait pas. Puis après, plus tard, j'ai compris que ça servait. Donc je te le dis tout de suite, écoute, ça sert à rien. Ok? Donc, vous avez donc une émission selon les normales qui est déterminée selon ce paramètre normal qui actuellement est à 1. D'accord? Alors, la puissance de ces paramètres, si vous voulez, elle se base sur les unités Blender. Donc, vous ne pouvez pas vous dire c'est par exemple 1 newton par mètre ou ce genre de choses. C'est extrêmement visuel. Hein. Vous n'avez pas véritablement de notion physique là-dedans. Vous pouvez éventuellement le faire si vous changez les unités qui se trouvent là-dedans, encore une fois dans le paramètre scène, et qu'au lieu d'être en none, c'est-à-dire en unité Blender, vous passez par exemple en métrique. C'est-à-dire du coup, vous allez avoir des valeurs en centimètres. Donc là, vous allez avoir des valeurs en centimètres par seconde ou ce genre de choses. Donc pour les plus physiciens d'entre vous, moins de ça va. Okay. Donc, si par exemple je passe cette valeur à 10 et que je reviens au début de l'animation, et là j'insiste parce qu'il y a un problème, si je puis dire, plutôt un paramètre très important dans la simulation physique, c'est qu'une particule est calculée à un instant en fonction de sa position à l'image précédente. C'est un processus évolutif. On sait que la particule se trouve à tel endroit à tel moment, une image plus tard, elle se trouvera à tel endroit à tel moment. La position actuelle d'une particule dépend toujours de son état à l'image précédente. C'est la raison pour laquelle, théoriquement parlant, on ne peut pas faire une simulation dynamique à l'envers. Vous comprenez? On ne peut pas, par exemple, jouer l'animation à l'envers. Si je le fais, alors là, vous voyez, le fait d'avoir mis les valeurs à 10, j'ai une explosion beaucoup plus violente, étant donné que je projette les particules avec beaucoup plus de force. Mais si je joue l'animation à l'envers, il refuse carrément de me le faire. Parce qu'une simulation dynamique ne peut pas être calculée à l'envers. Vous ne pouvez pas prévoir le futur et dire, ah bah oui, elle veut des plats à la base. Okay? Si vous pouvez le faire, si par exemple certains logiciels le font, et Blender le fait d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, si vous le faites, par exemple, si vous déterminez, je suis à la première image, hein, vous le voyez, si je vais directement à l'image 160 et que j'ai quelque chose à l'écran, c'est parce que Blender a calculé comme ça 160 images. D'accord? Il est parti du début de la simulation, il a calculé la position à l'image 160 de toutes ces particules.
en calculant toutes les étapes intermédiaires. Vous comprenez le principe? Donc c'est quelque chose de récurrent dans la simulation dynamique, hein, tout logiciel confondu. Vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre simulation dynamique de manière aléatoire, en avant, en arrière, sauf cas particulier qu'on verra tout à l'heure. Ok? Et je comprends pas, c'est en fait pourquoi on peut pas le faire à partir du moment où tu as une particule qui apparaît au premier, tout est déterministe. Que... Alors, une particule, si tu veux, est émise par exemple à l'image 0, d'accord? Ouais. Et quand tu passes à l'image 1, l'image 1 dit où est la particule à l'image précédente et quelle est sa force et sa direction. D'accord? Une espèce de vecteur, si tu veux, mouvement qui dit elle se trouve à tel endroit et il y a une force qui la pousse pour aller jusqu'à la prochaine image dans telle direction avec telle puissance. Mais tu n'as pas une information qui dit elle vient de tel endroit avec telle puissance. Donc si à un moment tu es à l'image 10 par exemple et que tu reviens à l'image 9, le calcul s'effectue toujours de manière progressive vers le futur, jamais vers le passé. C'est une trajectoire. C'est une trajectoire, mais tu détermines, si tu veux, une image suivante par rapport à sa position actuelle. Une fois que tu es passé à l'image suivante, elle oublie complètement d'où elle vient, si tu veux, par défaut. D'accord? Donc si à un moment, tu dis, ma particule vient de là, et puis où sera-t-elle à l'image 160, il faut qu'il calcule toutes les images pour savoir où elle sera à l'image 160. Donc ça veut dire que si on tourne à l'envers, ça veut dire que chaque fois il recalcule. Exactement, si tu fais une animation à un moment avant-arrière comme ça, donc si tu relis, si tu veux, l'animation à l'envers à partir de l'image 150, ça veut dire que pour passer à la 249, il va calculer 249 images, à la 248, 248 images, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Il y a quand même un cache. Alors, j'allais y venir justement. Le cache sert à ça justement. C'est-à-dire que le cache, c'est quoi en fait? C'est une mémoire qu'a Blender ou n'importe quel autre soft qui fait de la dynamique, qui justement va faire une première simulation à l'endroit et va garder en mémoire, va enregistrer la position des particules à chacune des images. Une fois que vous avez fait ça, là vous pouvez faire de l'avant-arrière, avant-arrière. Parce que c'est plus de la simulation dynamique. En gros, vous baladez sur un DVD, quoi. C'est un peu la même chose, hein, d'accord? Comme si vous baladiez dans un fichier MPEG. Vous ne faites que de la relecture de données qui a été préalablement calculée. D'accord? Quand une particule apparaît sur une des faces, c'est un endroit aléatoire? Alors justement, j'y viens. Donc là, j'ai déterminé que vous allez faire une sorte d'explosion, hein, d'accord? Très pratique pour faire des feux d'artifice, hein, pour qui voudrait faire par exemple des explosions comme ça. Alors je vous conseille, même si vous faites un feu d'artifice, de ne pas faire une explosion par exemple entre l'image 1 et l'image 1. D'accord? Là, effectivement, toutes les particules vont être émises, vous le voyez, en une image, mais c'est pas réaliste. D'accord? Répandez toujours ça, même si c'est une explosion très rapide et que vous voulez faire péter le vaisseau, vous allez le faire sur 2, 3 images, voire 4 images. D'accord? Parce que les forces qui sont induites à l'intérieur font que ça ne se casse pas toujours au même endroit. Okay? Donc vous allez avoir une partie qui va partir avant l'autre. Donc faites jamais d'explosion sur une image, ce sera moche.